Bien des gens, quand on parle des scandales Cinar, Montreal, North Shield, on pense à des stratagèmes compliqués, des montages qui sont bien au-dessus de nos têtes. Mais pour les citoyens ordinaires qui se sont fait arnaquer dans ces scandales, c'est très concret. Je suis en panique, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu tout l'argent qui était dans Montréal. Des centaines de millions de dollars ont disparu. Et depuis 20 ans, ils sont nombreux à chercher les cachettes des acteurs de ces fraudes. Moi, j'étais le chat et ces gens-là étaient des souris. Mais finalement, c'était une chasse. On a du nouveau. On a trouvé une nouvelle piste pour trouver l'argent et on est allé confronter un homme qui est au cœur de tout ça et qui n'a jamais parlé. Vous pensez que j'ai 5 millions de dollars? Franchement, votre question est insultante. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Monsieur Weinberg, est-ce que vous avez un commentaire à faire? À son retour d'un voyage dans les Caraïbes en 2011, le fondateur du studio d'animation Cinar, Ronald Weinberg, a droit à tout un comité d'accueil à l'aéroport Trudeau. L'entrepreneur, auparavant louangé par les milieux culturels et financiers, se retrouve escorté, menottes au poignet, devant les caméras. Quelques jours plus tard, John Zandoudakis, le président de North Shield, un fonds d'investissement vanté par les médias, est lui aussi arrêté. Lino Matteo, le dirigeant de la société d'investissement Montreal, subit le même sort. Ils sont accusés de fraude. C'est une des fraudes les plus importantes dans l'histoire du Canada, dans l'histoire du pays. Lors du plus long procès devant jury de l'histoire canadienne, ces trois individus ont fait face à la justice. Mais où sont passés les centaines de millions de dollars des investisseurs floués? Une nouvelle piste dans une fuite de documents secrets nous mène vers l'île de Man et un stratagème confidentiel pour cacher des fortunes à l'abri des créanciers. Depuis plus de 15 ans, cette enseignante à la retraite de la banlieue de Montréal traverse de bien dures épreuves. Catherine McDonald et son mari Jean-Claude ont perdu 500 000 $, les fonds qu'ils avaient soigneusement économisés pour assurer leurs vieux jours. Ces dossiers, remplis de douloureux souvenirs, représentent des années de lutte acharnée pour retrouver leur argent et pour obtenir justice. Ça a changé notre vie. On était proche de la retraite, on travaillait toujours. Mais là, on a dû continuer de travailler 11-12 ans. J'ai pris ma retraite il y a 5 ans. Et mon mari travaille encore de temps en temps. À la fin des années 90, leur planificateur financier leur avait conseillé d'investir dans des fonds gérés par les sociétés montréalaises North Shield et Montreal, des placements apparemment sûrs et offrant de bons rendements. Selon notre planificateur, nos placements étaient garantis. Il nous montrait aussi que des firmes comptables vérifiaient des états financiers. Il y avait des articles dans le journal qui disaient comment Zandoudakis était innovateur justement à créer ces fonds-là. Janet Watson, tout comme Catherine McDonald, a elle aussi placé toutes ses économies, 65 000 $ en tout, dans les fonds de Montreal. C'était dans Montréal, c'est pour mon retraite dans le futur, d'avoir, parce que je n'avais pas une pension avec mon compagnie. J'ai travaillé juste sur commission. Et dans le cas de Montreal, vous êtes obligé d'investir un minimum de 50 000. Et pour cette raison, la plupart des personnes, les investisseurs, sont les personnes plus âgées. Ces femmes, à l'aube de la retraite, n'avaient aucune idée que leurs économies, de même que celles de milliers d'autres petits investisseurs canadiens, allaient s'engouffrer dans un stratagème d'investissement frauduleux, un stratagème mis en place par les Montréalais Lino Matteo et John Zandoudakis, des amis de longue date. Il s'agissait en réalité d'un système pyramidal où les revenus ne provenaient pas d'investissements dans le marché financier, mais plutôt des fonds fournis par de nouveaux investisseurs, selon la procureure à la retraite, Céline Bilodeau. C'était un stratagème à la Ponzi.
M. Zantoudakis, M. Matteo, ils ne plaçaient pas l'argent. Donc, il n'y avait pas des vrais intérêts, il n'y avait pas des vrais revenus. Les petits investisseurs n'ont pas été les seuls à se faire berner. Les villes de Sherbrooke, Laval et Saguenay y ont placé une part des caisses de retraite de leurs employés. Même des fonds provenant du célèbre studio d'animation Cinar ont été investis dans cette combine par son PDG Ronald Weinberg, mais à l'insu de ses actionnaire. Fondé par le couple Ronald Weinberg et Micheline Charret, Cinar compte à son apogée des centaines d'employés qui produisent entre autres les populaires dessins animés Caillou et Arthur. C'était le Disney du Nord, c'était fameux ici à Montréal, c'était un des joyaux de Montréal durant les années 90. Micheline et Ron étaient les gens importants dans l'industrie canadienne et c'était très bien connu, très bien respecté. Le couple est très bien branché dans la sphère politique et contribue régulièrement à la caisse du Parti libéral fédéral. Mes premiers mots seront pour remercier Mme Micheline Charret pour... Avec la valeur de ses actions en hausse, Cinar devient la coqueluche des marchés financiers. La société amasse plus de 150 millions de dollars américains lors d'une émission publique d'actions, des fonds récoltés pour l'expansion de ses activités. Mais en scrutant les états financiers, des vérificateurs découvrent qu'une grande part des sommes amassées avaient été transférées à l'extérieur du pays sans l'autorisation du conseil d'administration et des actionnaires. Ronald Weinberg et son directeur financier avaient placé en secret 120 millions de dollars américains aux Bahamas dans des sociétés liées à North Shield et Mount Real, des sociétés dirigées depuis Montréal par Lino Matteo et John Zantoudakis. Alors, pourquoi les Bahamas? C'est parce qu'on s'est rendu compte que M. Zantoudakis offrait comme un service clé en main. Vous pouviez jouer dans vos états financiers et ça leur permettait de cacher de l'argent au fisc. Et au lieu de placer l'argent dans des fonds d'investissement sûrs, tels que promis aux investisseurs de Cinar dans un prospectus, ces sommes se sont retrouvées dans les stratagèmes douteux de North Shield et de Mount Real. Ce qui était particulier, c'est que dans le prospectus, on disait que l'argent devait être bien placé, que ça soit sécuritaire. L'investisseur avait été trompé en investissant chez Cinar. En février 2000, le conseil d'administration de Cinar apprend avec stupeur les résultats de l'enquête des vérificateurs. Les administrateurs de Cinar demandent à l'avocat montréalais Bill Brock de se rendre sur place aux Bahamas afin de tirer les choses au clair. On sait maintenant que pendant nos travaux pour récupérer l'argent, ils ont travaillé pour cacher l'argent et pour cacher la vérité. Parce que moi, j'étais le chat et ces gens-là étaient des souris. Et finalement, c'était une chasse. Cette chasse commence dès que Bill Brock arrive aux Bahamas. Les exécutants de North Shield déguerpissent vers la Floride et se réunissent en secret dans un hôtel de Miami Beach. Comme Floride est vraiment à côté des Bahamas, c'était assez loin pour être à l'abri des avocats qui leur poursuivaient. Mais ils étaient cachés dans une chambre d'hôtel, 3 ou 4 personnes, à fabriquer des faux états financiers. Ils sont mis à fabriquer des faux documents pour démontrer à Cinar que l'argent était bien placé, ce qui était absolument faux. Ils ont fait ça tellement vite qu'ils se sont trompés même des dates. Puis on a pu les corroborer parce qu'on a trouvé un fax qui a été envoyé de cet hôtel-là. Ils ont tenté ou de faire croire à Cinar et le conseil d'administration que tout était catholique, que tout était légitime, alors que c'était complètement faux. Cette fabrication de faux documents en Floride s'est effectuée sous les directives de Lino Matteo, qui était au téléphone à Montréal. Avec nos collègues du Fifth Estate, nous avons invité Lino Matteo à répondre à nos questions. C'est la première entrevue qu'il accorde aux médias depuis le début de cette affaire. Il clame encore aujourd'hui son innocence. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de fraude. Mais si on considère que mon rôle était de préparer des documents, à mon avis, il n'y avait pas d'intention de frauder. Et ce que je comprends, c'est que s'il n'y a pas d'intention de frauder, il n'y a pas de crime. Au début du mois de mars 2000, c'est le mutisme complet chez Cinar. Personne ne peut nous répondre. Le comptable, Hassanan Panjou, est congédié. Les fondateurs, Ronald Weinberg et Micheline Charret, démissionnent de leur poste de direction.
Les vérificateurs découvrent que le couple utilisait l'argent de Sinard à des fins personnelles. Un piano de 23 000 $, les rénovations de leur résidence de Westmount et de Magog, les salaires de la nounou et du paysagiste, tout ça sur le bras de l'entreprise. C'était complètement inapproprié C'est inapproprié dans une compagnie privée, mais c'est même plus inapproprié dans une compagnie publique. Ils ont utilisé Cinar comme finalement leur banque. De plus, Ronald Weinberg avait secrètement accès à une marge de crédit sur les 120 millions de dollars qu'il avait envoyés sans autorisation aux Bahamas. Donc, ça leur permettait, eux, d'utiliser cet argent-là pour s'enrichir. On sait que, et ça, toute cette marge de crédit-là n'apparaissait évidemment pas dans les états financiers. Pendant que l'univers de Ronald Weinberg et de Micheline Charret s'effondre, le conseil d'administration réclame que North Shield rembourse l'argent de Sinard qui avait été envoyé aux Bahamas sans autorisation. Bien, au début, ils ont dit « pas de problème, on va retourner l'argent, on va trouver l'argent ». Ils ont retourné certains montants, mais à un moment donné, ils ont arrêté leur paiement. C'était apparent que c'était une fraude pour nous et c'est à ce moment-là qu'on est devenu plus agressif. Bill Brock prend les grands moyens. En décembre 2001, il provoque la liquidation de la société de North Shield où devait se trouver l'argent. Mais le syndic de faillite se rend compte que ce n'est plus qu'une coquille vide. L'argent a été transféré vers d'autres paradis fiscaux selon un plan conçu par Lino Matteo. Well, a liquidator, he takes what he can get his hands on. Le syndic va chercher tout ce qu'il peut, OK? C'est normal de se protéger du syndic. Si c'était vos avoirs, vous aussi, vous auriez intérêt à les protéger. Il sait que je suis à la chasse. Okay. Il sait que je suis déterminé. Il veut trouver des façons de me ralentir. Ronald Weinberg devient lui aussi la cible des avocats de Sinard, mais ses déboires prennent un virage dramatique en 2004. Son épouse, Micheline Charret, meurt à l'âge de 51 ans à la suite d'une opération de chirurgie esthétique. Malgré ses démêlés avec Sinard, Ronald Weinberg continue de fréquenter la haute société montréalaise. Il assiste en 2005 au mariage le plus médiatisé de l'année avec sa nouvelle conjointe. Pendant que les nombreux rebondissements dans l'affaire Sinard font les manchettes, le doute s'installe pour bon nombre d'investisseurs de North Shield et Montreal. Quand j'ai lu au sujet de Sinard, ça a pris comme une autre tournure, comme si c'était illégal ou c'était pas correct, ces fonds-là. Puis nous aussi, on a été investis dans North Shield. J'ai téléphoné à mon planificateur quand j'ai écouté la nouvelle de Sinard. Est-ce qu'il y a quelque chose de Sinard qui va avoir un effet sur Montreal? Oh non, il a dit non, tout est correct, c'est tout séparé. Inquiète, Janet Watson se rend à l'adresse de Montreal à Montréal. Elle a tout un choc lorsqu'elle aperçoit pour la première fois le siège social du fonds d'investissement de Lino Matteo. J'ai pris cette photo. Une compagnie de 130 millions avec une adresse là. À Ville-Marie, dans un duplex. Puis, au cours de l'été 2005, leurs pires craintes se confirment. Toutes les sociétés liées à North Shield et Montreal sont elles aussi mises en liquidation. C'est un château de cartes, finalement, bâti sur une fondation des mensonges. Quand on tire une carte, c'est le château qui tombe. Au retour, même la mafia s'est fait flouer et réclame son argent avec des méthodes percutantes. Si vous avez vu le film Mafia Inc., vous avez certainement pas oublié cette scène, très violente d'ailleurs, où des mafieux vont passer à tabac un financier dans une belle tour à bureau du centre-ville. Eh bien, cette scène, elle est inspirée d'une histoire vraie, le scandale financier North Shield. Lorsque Catherine McDonald se rend compte que toutes ses économies se sont volatilisées dans l'effondrement de North Shield et Montreal, le désespoir l'envahit. C'était incroyable. On était bouleversés. C'était une source de stress épouvantable. J'étais fâchée avec moi-même, là, hein? Comment j'aurais pu faire ça?
Janet Watson, elle, reçoit ce message alarmant de son conseiller financier. I realize the fear of God is being cast upon us. Panic has resulted from recent news. Please do not run for the hills. All of your investment funds are secure, safe, and can be transacted upon in a normal fashion. J'étais pris en panique. Au début, je ne crois pas que ça c'est possible, mais éventuellement, j'ai réalisé que oui, il y a un problème. J'ai perdu mon argent, j'ai perdu tout l'argent qui était dans Montréal. Après le choc initial, Catherine McDonald se ressaisit et tente par tous les moyens d'obtenir de l'aide afin de retrouver l'argent perdu. Je me suis dit, il faut essayer de faire des plaintes. Il faut faire de quoi? Je suis allée en mode action. Je ne voulais pas être une victime. Elle contacte l'Autorité des marchés financiers, l'Ombudsman canadien, l'Association des courtiers. Partout, elle essuie des refus. Même la GRC ne veut pas faire enquête. J'ai appelé un agent de la GRC et il m'avait dit, « Madame, c'est trop compliqué, c'est trop complexe et on n'a pas le personnel pour faire une enquête. » En 2006, Catherine McDonald se rend à cet hôtel de Dorval pour une importante réunion. Plus de 600 investisseurs en colère convoquent le PDG de Montreal, Lino Matteo, et lui demandent de leur rendre des comptes. Janet Watson assiste aussi à l'Assemblée. Il a reçu beaucoup de commentaires des victimes. Il y a des personnes qui ont dit Lino, où est notre argent? Le salle était plein de victimes. Et j'ai regardé des autres personnes qui ont le même âge que moi ou plus âgées. Et j'ai dit, ben, c'est incroyable que toutes les personnes ici sont dans le même bateau que moi. Je suis allé à cette réunion et j'ai répondu aux questions. Ça a été une des pires journées de ma vie. Conspué par la foule, Lino Matteo nie avoir caché des fonds dans les paradis fiscaux. Et il s'offusque lorsqu'un investisseur lui demande si Montreal est en fait une fraude pyramidale. J'ai beaucoup d'empathie pour les investisseurs qui ont perdu de l'argent. Mais c'est dommage qu'ils n'y comprennent pas grand-chose. C'est la première fois que je vais dire ça en public. Personne n'a perdu autant d'argent que moi. C'est un sociopathe et il n'a pas de responsabilité dans tout ça. C'est la faute du gouvernement parce qu'ils ont fermé sa compagnie et pas de remords envers les victimes. Il n'y a pas que les petits investisseurs qui sont en colère. Des proches du clan Rizzuto, qui dirige alors la mafia montréalaise, ont placé des millions de dollars dans North Shield et réclament leur argent immédiatement. Quand on a des personnes à rembourser là, dans des faillites, on a les institutions bancaires, on a le crime organisé, puis on a les investisseurs individuels. Mais à qui vous allez remettre l'argent en premier? Au 21e étage de la place Ville-Marie à Montréal, en novembre 2005, des membres de la mafia débarquent à l'improviste pour lancer un ultimatum à John Zandoudakis, le dirigeant de North Shield. La violente confrontation a inspiré une scène du long-métrage Mafia Inc. Soit tu transfères le cash maintenant, soit tu manges avec une paille pour les 6 prochains mois. Dans l'heure suivante, un des chefs du clan Rizzuto, Francesco Del Balso, a joint au téléphone Vincenzo Cassola, un ancien partenaire de John Zandoudakis. Leur conversation a été interceptée par des policiers dans le cadre du projet Colisée sur le crime organisé. Voici un extrait de cet appel. He's gonna need a good 10-12 stitches, eh? What did he hit him with, man? With his fist. Fuck. He's fucking bleeding all kinds. The boardroom fucking floor over there. The guy that deserved that, you know, between me and you, the guy that deserved that was fucking Lino Matteo. Nous avons fait entendre l'enregistrement à Lino Matteo. The guy that deserved that was fucking Lino Matteo. Trust me. He didn't show his fucking face, the fucking weasel that he is. Okay? He is the guy who deserved it. Like, this guy here, if he'd get the next fucking
fucking slap in the fucking nose, you would see how fast things would fucking move. I have no comment. J'ai pas de commentaire. And again, this is cheap. So there's people. Il y a des gens qui veulent me battre. Et après? But this is not something J'étais that pas I impliqué was là-dedans. point to. Il y en a qui ont perdu la tête. You know, and sometimes Des fois, short il y a des people like petits qui essaient d'avoir l'air grands. En 2006, les avocats de Sinard tentent de mettre la main sur les actifs de Ronald Weinberg, dont ses résidences de Westmount et Magog. Ils découvrent d'étranges prêts hypothécaires sur ses propriétés. Les prêts hypothécaires sont liés à une obscure banque privée des Bahamas, la Barrington Bank est nichée dans un des bureaux de cet immeuble de Nassau. Selon son site Web, aujourd'hui disparu, elle offre à une petite clientèle triée sur le volet des services financiers sur mesure, y compris la protection contre d'éventuels créanciers. Et tout ça dans la plus grande discrétion. La Barrington Bank est dirigée par le Canadien Michael Morris. Voici la seule photo que nous avons trouvée sur son ancien site Web personnel, une photo intitulée « Mon bureau ». C'était pas clair vraiment c'était quoi Barrington Bank. C'était pas une banque qu'on ne connaissait. Mais nous avons vu qu'effectivement, il y a eu des transferts des comptes de M. Weinberg à Barrington Bank. Les avocats de Sinard tendent un piège au banquier de Ronald Weinberg dans l'espoir de faire la lumière sur ses comptes aux Bahamas. Ils prennent rendez-vous avec Michael Morris sous un faux prétexte dans un café Starbucks profitant de son passage à Toronto. Un huissier lui remet une assignation à comparaître, l'obligeant à se soumettre à un interrogatoire. Mais un juge de la Cour supérieure du Québec a rejeté cette assignation à comparaître en raison du subterfuge employé par les avocats de Sinard. Moi, je voulais utiliser tous les outils qui étaient disponibles afin d'avoir la vérité, d'avoir l'information pour mes clients. Nous avons essayé quelque chose qui n'était pas habituel, j'avoue, mais c'était au moins légal en Ontario. Nous avons cette obligation de tout essayer. Malheureusement, on n'a pas eu accès à M. Morris. C'est dommage, mais on a vu avec ça. Devant l'impasse, les avocats abandonnent cette piste. Ronald Weinberg affirme sous serment n'avoir plus qu'une vingtaine de millions de dollars en tout et conclut une entente à l'amiable avec les avocats de Sinard. Vous êtes satisfait, soulagé? Je dois de parler de le règlement, mais je suis prêt de confirmer que nous avons une entente en principe. En fin de compte, Sinard parvient à récupérer une large part des sommes placées sans autorisation dans North Shield et Montreal. Mais pour les centaines de petits investisseurs qui avaient placé leurs économies dans les mêmes fonds d'investissement, c'est une toute autre histoire. Malheureusement pour moi, j'ai su que l'argent qu'on avait investi en North Shield allait pour payer, justement, remettre l'argent à Sinard ou remettre l'argent à la Banque royale du Canada. Hein? C'est toujours le petit investisseur qui est en dernier. Hein? Après la panique et la frustration, la colère a commencé. Et ça, c'est la raison que j'ai travaillé depuis 15 ans pour avoir justice. Janet Watson devient la porte-parole des 1600 victimes de Montreal. Elle se rend à Ottawa pour inciter le Parlement à resserrer les lois sur la criminalité financière. J'ai rencontré M. Harper, j'ai rencontré M. Agnatieff, j'ai rencontré M. Layton pour changer les lois, pour pousser pour les sentences plus sévères. Puis, en 2011, les suspects dans l'affaire Sinard ont finalement été arrêtés à l'issue d'une longue enquête menée par la Sûreté du Québec. Un procès criminel les attend, une lueur d'espoir pour les victimes. Où est passé l'argent? 20 ans après le début de ce scandale, on a une nouvelle piste. Alors, c'est d'une opacité parfaite, loin des regards indiscrets. Ronald Weinberg et Lino Matteo ont subi leur procès, ils ont d'ailleurs été reconnus coupables, mais ça fait des années que plusieurs pensent qu'il y a encore de l'argent caché quelque part. Eh bien, on a trouvé une nouvelle piste qui pourrait nous mener vers le butin des fraudes.
procès Sinard. Le fondateur de la maison de production, Ronald Weinberg, ainsi que 2 autres hommes d'affaires sont accusés d'avoir orchestré une vaste fraude de 120 millions de dollars. Weinberg s'est ouvert ce matin au Palais de justice de Montréal, 17 ans après les premiers faits allégués, 17 ans plus tard. Moi, je prenais l'autobus de la rive sud en ville. Et je marchais pendant 40 minutes là, pour me rendre au Palais de justice. Beau temps, mauvais temps. Alors que s'ouvre le procès criminel dans l'affaire Sinard en 2014, Catherine McDonald et Janet Watson se font un devoir d'être sur place le plus souvent possible. On représentait les victimes parce que ce qu'on voit, les victimes, c'est des noms et des numéros. Mais on est des vraies personnes, hein? Les procureurs de la Couronne, Matthew Ferguson et Céline Bilodeau, décortiquent avec des experts des milliers de transactions financières cachées derrière une myriade de sociétés écrans. C'est l'organigramme de Montreal. Et ça, c'est l'organigramme de North Shield. On voit très bien comment c'est complexe. Hein? C'est juste Lino Matteo qui comprend ça. Notre mission première, c'est de vulgariser ça, rassurer le jury qu'ils n'avaient pas besoin d'être des comptables, des whiz en finance. Ils avaient juste besoin de comprendre c'était quoi la malhonnêteté et qui était responsable ultimement des transactions. Pendant le déroulement du procès, Ronald Weinberg s'envole régulièrement vers le Panama. Entre le moment de son arrestation et la fin du procès, il effectue 17 voyages et y séjourne 512 jours en tout. Lui avait le droit de s'envoler vers son paradis. Il avait le droit de quitter le pays pendant le procès. Apparemment, avec son passeport, je pense. C'est incroyable. Le procès dure plus de 2 ans. Il s'agit du plus long procès devant jury de l'histoire canadienne. Le verdict est finalement tombé dans l'affaire Sinard. Les 3 accusés sont reconnus coupables de la majorité des 29 accusations de fraude. Lino Matteo soutient aujourd'hui qu'il a été injustement condamné et prétend que le juge a erré dans ses directives au jury. Le juge, à mon avis, est un homme intelligent, d'accord? Mais il n'avait aucune expérience dans le domaine des affaires. Il s'est fié aux témoins. Et comme je lui ai fait remarquer, ces témoins avaient tort. Lino Matteo et John Zandoudakis écopent d'une peine de 8 ans. Ronald Weinberg est condamné, lui, à 9 ans de prison. Ça m'a apporté comme une bombe là, sur les blessures. Là. Mais je me suis dit, quoi que soit le temps qu'ils passent en prison, là, c'est leur peine, là, ça ne compensera pas la perte de toutes mes épargnes. En dépit de toutes les enquêtes et les procès, une grande part des fonds placés par les investisseurs reste introuvable. Plus de 400 millions de dollars n'ont jamais été retrouvés. Il y a de l'argent qu'on n'a jamais retrouvé. Pensez-vous que les principaux intéressés ont mis de l'argent de côté? Bien, moi, ma théorie, c'est que quand vous êtes assez intelligent pour échafauder des stratagèmes comme ça pour frauder, il y a de bonnes chances que vous ayez pu en mettre de côté. Où sont passés les centaines de millions de dollars disparus? Nous avons trouvé des indices qui nous mènent de l'autre côté de l'Atlantique, à l'île de Man, un paradis fiscal situé entre l'Irlande et l'Angleterre. Ces anciennes forteresses ont longtemps protégé l'île de Man contre les envahisseurs. Aujourd'hui, on y trouve une prospère industrie de services financiers. Une multitude de cabinets offrent des services de gestion de fortune à des clients du monde entier dans la plus grande discrétion. En fouillant le registre des entreprises de l'île de Man, nous avons trouvé une nouvelle piste qui semble liée à l'argent volé. Nous avons découvert 4 sociétés portant des noms d'armes anciennes: Qatar, Seax, Spata et Shashqua. Ces sociétés sont liées à des Canadiens dont l'identité n'apparaît pas dans les documents publics. Ces 4 sociétés ont été incorporées en décembre 2001, la même semaine où Lino Matteo et John Zandoudakis
ordonnaient le transfert de millions de dollars de North Shield vers des paradis fiscaux dans le but de fuir leurs créanciers. 3 de ces sociétés ont été dissoutes au moment où la fraude a été révélée au grand jour en 2005. Nous avons montré ces documents à Wes Voorhuis, un des avocats mandatés pour retrouver les fonds de Cinar. If I had got this information, we had got this information while we were still on the scene, we would have tried to get to the bottom of this. The timing is too coincidental to be just a coincidence. La professeure en droit fiscal et députée du PLQ, Marois Risky, croit aussi que ces sociétés sont probablement liées à la fraude de Cinar et North Shield. Moi, je ne crois pas aux coïncidences. Je crois beaucoup plus au travail et à la préparation. Puis ici, ils étaient clairement préparés. John Zandoudakis nie avoir connaissance de ces sociétés. Et Lino Matteo aussi dit ne rien savoir au sujet des sociétés de l'Île-de-Man. C'est étrange, j'ai jamais entendu parler de ça. Nous avons découvert un autre indice dans les documents officiels de Shashqua, la 4e société écran. On y trouve le nom de Michael Morris, le banquier de Ronald Weinberg. Lorsqu'il est interrogé en 2006 par les avocats de Cinar, Ronald Weinberg admet qu'un compte a été mis sur pied pour lui par Michael Morris. Il avoue que ce compte n'est pas à son nom, mais qu'il en est le bénéficiaire. Il dit ignorer à quel nom est enregistré le compte. Il affirme n'avoir aucun contrôle sur ce compte et prétend n'avoir reçu aucun document ou relevé bancaire. Je connais personne de normalement constitué qui va transférer des millions de dollars sans recevoir aucun écrit, aucune confirmation écrite, aucun relevé bancaire. Ronald Weinberg a refusé notre demande d'entrevue. Il dit n'avoir aucun lien avec les sociétés de l'Île-de-Man. Mais nous avons découvert un autre indice au Canada. Nous avons appris que Ronald Weinberg est dans la ligne de mire du fisc. L'Agence du revenu du Canada réclame qu'il paie des pénalités pour avoir omis de déclarer des millions de dollars dans des comptes bancaires à l'étranger. Des révélations étonnantes pour l'avocat Bill Brock, qui était assez trop... Ça me surprend, oui, mais ça me surprend, oui. Parce qu'on a posé des questions, on a fait notre enquête et finalement, on n'a jamais, c'était jamais divulgué l'existence de cet argent-là. Dans sa réponse aux autorités fiscales, Ronald Weinberg soutient qu'il n'était pas tenu de déclarer cet argent car les comptes à l'étranger n'étaient pas à son nom. L'Agence du revenu lui a transmis le 21 septembre 2016 un projet de cotisation pour les montants réclamés. Exactement le même jour, à l'Île-de-Man, des procédures pour liquider la société Shashqua ont été enclenchées. Alors, c'est pas des coïncidences. À ce moment-là, elle aussi, tout à coup, comme par magie, elle disparaît. Après la pause, on confronte Lino Matteo, qui n'aime pas beaucoup nos questions. On arrête ça. Arrêtez les caméras. Vous avez le choix. Vous arrêtez les caméras et on se parle 2 minutes ou je m'en vais. Depuis quelques années, on a un peu plus de lumière et de transparence grâce à ces grandes fuites de données comme les Panama Papers, les Paradise Papers, et quelle ne fut pas notre surprise lorsqu'on a trouvé une piste qui semblerait lier 2 histoires troublantes et de façon complètement inattendue. KPMG et Cinar. 4 mystérieuses sociétés écrans créées à l'Île-de-Man pourraient être la clé pour trouver les millions de dollars disparus dans le scandale Cinar, North Shield et Montreal. Mais qui a pu aider à les mettre sur pied? À Ottawa, en 2016, le Comité des finances de la Chambre des communes s'est intéressé à l'Île-de-Man et plus particulièrement à un stratagème controversé mis au point par le cabinet comptable KPMG. Selon ce stratagème, les riches clients de KPMG donnaient leur fortune à une société écran de l'Île-de-Man administrée par des prête-noms. C'est un plan qui est offert aux multimillionnaires et milliardaires pour, se protéger de l'impôt de façon purement juridique. Vous ne détenez pas de façon officielle ces actifs-là, mais ils vous appartiennent quand même.
The tax aspects of this plan, were fully vetted by the firm, by various committees within Appelé à témoigner devant le comité des finances, un dirigeant de KPMG a soutenu que le stratagème respectait les règles de l'époque, mais qu'un tel système était devenu indéfendable. Absolutely, we would not implement that plan today. Times change and we change with it. Looking at it through that lens, I can't defend it. Le comité des finances a obtenu ce document interne de KPMG, où le cabinet comptable assurait ses clients que leur fortune serait bien protégée, impossible pour des créanciers ou même d'ex-conjoints de réclamer quoi que ce soit. Pour avoir accès à ce stratagème confidentiel, les clients devaient payer KPMG au moins 100 000 $. Tout ça, évidemment, c'est pas connu du grand public, c'est pas connu, évidemment, du fisc, et encore moins des créanciers auxquels on veut se cacher. Et c'est purement, au fond, pour frustrer des futurs créanciers ou, par exemple, frustrer le fisc. Les caractéristiques du plan conçu par KPMG auraient pu être utilisées à mauvais escient par des fraudeurs, selon Marois Risky. Alors, c'est d'une opacité parfaite, loin des regards indiscrets. Et c'est clair qu'on ne peut pas retracer le nom des véritables propriétaires, véritables actionnaires, véritables bénéficiaires. That the committee compelled KPMG to provide documents indicating the names of clients who used the Isle of Man tax sheltering scheme and the names of the KPMG. Le NPD voulait que KPMG fournisse au comité les noms des riches Canadiens qui se cachaient derrière les sociétés de l'Île-de-Man. Mais le président du comité des finances, le libéral Wayne Easter, a rejeté la motion. What I'm going to do is basically rule it out of order at this time. Meeting adjourned. En fin de compte, les noms des clients canadiens et des sociétés écrans mises sur pied à l'Île-de-Man n'ont jamais été révélés. Nous nous sommes rendus sur place à l'Île-de-Man pour mener notre enquête sur ce dossier lors d'un reportage précédent. Nous avons trouvé des administrateurs, comme Sandra Georgeson, qui agissaient à titre de prête-nom pour les sociétés liées aux clients de KPMG. Mais nous avons fait face à un mur de silence. I'm sorry, I can't actually discuss that with you. It's confidential, so I'm sorry. What's a nominee? Mais une fuite massive de documents confidentiels sur les paradis fiscaux nous a permis d'ouvrir une brèche dans les secrets de l'Île-de-Man. Nous avons eu accès à des courriels internes de Sandra Georgeson grâce aux Paradise Papers, une fuite obtenue par le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung et partagée avec le Consortium international des journalistes d'enquête et Radio-Canada. Dans une série d'échanges au sujet des enquêtes menées par les autorités fiscales canadiennes contre les clients de KPMG, Sandra Georgeson dresse une liste des sociétés écrans liées au stratagème de l'Île-de-Man. La liste contient Qatar, Seax, Spataï, Shashqua, les 4 compagnies qui ont pu servir à cacher des fonds dans l'affaire Cinar, North Shield et Mount Real. KPMG nous affirme catégoriquement n'avoir aucun lien avec ces 4 sociétés et soutient que d'autres cabinets auraient pu copier leur stratagème en consultant les documents publics de l'Île-de-Man. KPMG déclare qu'il existe des différences importantes entre les sociétés qu'ils ont aidé à créer et ces 4 compagnies. Le cabinet comptable croit que Sandra Georgeson s'est trompée, qu'elle n'était impliquée qu'au niveau administratif, que ses déclarations sont contradictoires et qu'elle offrait une opinion et non pas un fait. Marois Risky dit qu'il est possible que ces sociétés n'aient aucun lien avec le stratagème de KPMG, mais elle estime que c'est peu probable. Dans les courriels, c'est clair, le titre, ça vise les compagnies de KPMG dans un litige fiscal avec Revenu Canada. Et la liste comprend les 4 compagnies en question aujourd'hui. C'est le même langage qui est utilisé, les mêmes administrateurs, et en plus, les mêmes personnes sont encore impliquées dans ce dossier. Elle croit que les pistes mises au jour dans cette affaire devraient faire l'objet d'une nouvelle enquête. Aujourd'hui, il faut que la GRC réouvre l'enquête. À la lumière des nouveaux faits, des nouveaux documents, ils ont matière à réouvrir l'enquête. Qu'est-il advenu des principaux instigateurs dans l'affaire Cinar, North Shield et Mount Real? John Zanoudakis continue de purger sa peine de prison. Lino Matteo, lui, a été à nouveau reconnu coupable à l'issue d'un 2e procès intenté cette fois par l'Autorité des marchés financiers.
L'AMF lui a imposé une amende de 5 millions de dollars. Maintenant, en libération conditionnelle, il soutient qu'il n'a pas les moyens de la payer. Vous pensez que j'ai 5 millions de dollars? Franchement, votre question est insultante. Mais pourquoi vous ne l'avez pas payé? Le système judiciaire s'attend pas à ce que l'amende soit payée. Ça a été imposé pour envoyer un message. Et quel est ce message? Ne vous mettez pas à dos l'AMF. C'est ça le message. On arrête ça. Arrêtez les caméras. Apparemment insulté par cette question, Lino Matteo exige l'arrêt de l'entrevue. OK, je m'en vais. Matteo a dit qu'il est pauvre, il a juste une bicyclette. Et, il a demandé de l'aide juridique. Oui. L'aide juridique, c'est épouvantable, qu'il n'y avait pas d'argent, qu'il n'a pas pu travailler dans son domaine. Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres, les vieilles personnes qu'il fallait travailler, là? L'argent est, je ne sais pas où, mais il y a de l'argent. Il attend. Il attend. Ronald Weinberg a obtenu sa libération conditionnelle en 2017, après avoir passé 1 an et demi en prison. L'année dernière, il a réclamé la PCU, la prestation canadienne d'urgence pour les travailleurs touchés directement par la COVID-19, une prestation à laquelle il n'avait pas droit. C'est un escroc, c'est un fraudeur. Il l'est encore. L'été dernier, le magazine de tourisme de luxe Private Islands a publié un texte signé par la conjointe de Ronald Weinberg. Elle y dévoile que le couple s'est rendu au Panama en 2005 pour une opportunité d'affaires et qu'ils ont acheté une propriété sur l'île de Bocas del Toro. Ils y ont construit Suite Bocas, un luxueux centre de villégiature privé qui accueille dans la discrétion la plus complète des multimillionnaires au coût de 20 000 $ américains par semaine. J'espère que vous avez apprécié le reportage de ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre enquête.